La francophonie réunie à Dakar pour la succession d'Abdou Diouf. Sur place, un hommage a été rendu au secrétaire général sortant de la francophonie par le président Alassane Ouattara. Du matériel informatique offert à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Odjéné, valeur 50 millions de francs CFA, c'est un don du conseil régional. Ebola a fait près de 7000 victimes en Afrique de l'Ouest, dernier bilan de l'OMS révélé hier. Ajoutons à tous ces titres le Dimanche Magazine qui sera consacré aujourd'hui à la relance du cinéma ivoirien à travers le Festilag, le Festival international du film des Lagunes, festival qui a pris fin hier après une semaine d'activité. Notre invité est M. Koulibaly Keletigui, délégué général du Festilag. Bienvenue à tous. Le sommet de la francophonie ouvert hier a été marqué par plusieurs temps forts, notamment le discours du président français François Hollande qui a appelé les dirigeants au respect du jeu démocratique et l'hommage du président Alassane Ouattara au secrétaire général sortant de la francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf. On fait le point avec Viviane Aimé. 25 ans après le 3e sommet de la francophonie qui s'est tenu en 1989 à Dakar, le Sénégal reçoit à nouveau sur son sol la grande messe francophone, en l'occurrence le 15e sommet. Cérémonie d'ouverture en grand à la mesure de la bonne réputation dont jouit le Sénégal au sein de la francophonie. Cela grâce à l'action des présidents Léopold Sédar Senghor, considéré comme un des pères fondateurs de la communauté francophone, et Abdou Diouf, secrétaire général sortant après 12 années d'administration de ce vaste ensemble et qui a reçu l'hommage de tous. Cette bonne réputation, le Sénégal la doit aussi à sa gouvernance démocratique saluée dans le monde et qui est un principe fondamental défendu par la francophonie. 40 chefs d'État et 17 chefs de gouvernement ont répondu présents à ce grand rendez-vous. En ouverture, une fresque de sons, lumière et variétés musicales qui a présenté la diversité de l'espace francophone qui s'étale sur les 5 continents. Une communauté de 57 États ayant en partage la langue française et qui représente 300 millions de personnes. Au nom de toute cette communauté, les présidents Macky Sall, François Hollande, le président Alassane Ouattara, en tout, les 16 intervenants ont rendu un vibrant hommage au secrétaire général Abdou Diouf. Le président Macky Sall en premier a annoncé sa décision de baptiser l'imposant Centre international de conférences de Dakar, Centre international de conférences Abdou Diouf. Le président François Hollande a salué la grandeur et l'abnégation qu'il incarne. Cher Abdou Diouf, vous avez de la sagesse, elle vous est reconnue. Elle n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez de l'expérience. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années passées à la tête d'un mandat. Vous avez de la culture. Et il ne suffit pas de parler français pour avoir de la culture. Mais vous avez fait beaucoup pour la cause qui est la nôtre, la langue française. Beaucoup pour la démocratie, beaucoup pour la paix. Le président de la République Alassane Ouattara a souligné que le secrétaire général Abdou Diouf a fait progresser la francophonie. Mon très cher grand frère, nul besoin de parler de vos grandes qualités, de votre humanisme, car ils font déjà partie de votre legs à l'humanité. Cependant, la vision et les valeurs que vous incarnez ont profondément transformé la francophonie et ont consolidé sa place dans le monde. Elles ont également permis, en une décennie, de faire progresser la démocratie et la bonne gouvernance dans l'espace francophone. Le thème de ce 15e sommet, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, comme lors de chaque sommet, les principes forts de la francophonie ont été encore une fois réaffirmés, notamment concernant la démocratie.
Le président français a insisté sur la vocation solidaire de l'organisation face aujourd'hui à la montée du terrorisme en Afrique et face à l'épidémie de la fièvre Ebola. Le président Hollande a par ailleurs sonné la fin du mariage forcé et des mutilations génitales dans l'espace francophone. Il a invité tous ses homologues de l'espace francophone à participer à la grande conférence sur le changement climatique qui se tiendra en décembre 2015 à Paris en vue de trouver un accord global autour de cette grave menace. Dernier sommet pour le secrétaire général Abdou Diouf. Dans un discours chargé d'émotions, il a demandé à l'ensemble des chefs d'État de continuer à soutenir l'organisation commune. Dernier acte de ce sommet, l'élection du nouveau secrétaire général de la francophonie aura lieu ce dimanche. Elle opposera 5 candidats, le Burundais Pierre Buyoya, le Congolais Henri Lopez, la Canadienne Michaëlle Jean, l'Équato-Guinéen Augustin Nfoumou, le Mauricien Jean-Claude Delestrac. En marge des activités de ce 15e sommet de la francophonie à Dakar, le président de la République Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences au cours de la journée d'hier. 5 personnalités politiques et du monde des affaires ont été reçues par le chef de l'État, Viviane Aimé. Profitant de la présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à ce 15e sommet de la francophonie à Dakar, plusieurs personnalités étrangères, tant du milieu politique que du milieu des affaires, présentes elles aussi pour ce sommet, ont sollicité des audiences auprès du président de la République. Première personnalité politique reçue par le chef de l'État, le président de la Confédération suisse, Didier Bourkhalter. La Suisse et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations d'amitié depuis de longues années. Sur le plan déjà de l'amitié entre les deux pays, elle est très forte. Sur le plan économique, la Suisse est un grand investisseur dans votre pays et nous souhaitons développer. Sur le plan des accords et des échanges, sur le plan multilatéral, ou sur les accords en discussion en plan migratoire, tout va bien et se développe. Je dirais que c'est une excellente relation et que nous voulons encore la fortifier à l'avenir. Reçu également par le président de la République, le président de la République de Maurice, Raj Kessiour Puriag, venu présenter au chef de l'État ivoirien le candidat de son pays à l'élection au poste de secrétaire général de la francophonie, Jean-Claude Delestrac. On a parlé du développement économique entre les deux pays, la République de Maurice et Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur la même longueur d'onde, sur le processus du développement, de la croissance économique, la création des emplois et aussi nous avons parlé de la candidature pour la succession du président de Abou. Le Premier ministre d'Égypte, Ebrahim Malab, a lui aussi été reçu par le président de la République. L'Égypte compte au nombre des pays qui ont de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre égyptien avait été invité à la pose de la première pierre du pont Henri Konan Bédié. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la Tunisie, Mehdi Joma, compte au nombre des personnalités politiques reçues par le président de la République. La Tunisie et la Côte d'Ivoire entretiennent également une longue relation d'amitié. Il y a des liens historiques qui nous lient. Nous avons parlé de nos pays respectifs, de la coopération et puis de l'avancement aussi de la transition démocratique en Tunisie, sachant que la Côte d'Ivoire a une bonne expérience, elle a opéré une transition politique, elle est dans la transition économique. Nous venons d'ouvrir le chapitre de la transition économique. C'était très passionnant de discuter et d'échanger sur nos expériences avec Monsieur le Président. Personnalité du monde des affaires, son Altesse le prince Al-Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saoud est le président de Kingdom Holding Company, KHC. Il est un magnat de l'hôtellerie et des médias. Il a été reçu par le président de la République. 15e sommet de la francophonie, Abdou Diouf a visité le village de la francophonie. La délégation ivoirienne conduite par le ministre Bandama Maurice lui a offert un tableau. La visite s'est déroulée dans la salle du Grand Théâtre où le prix des 5 continents de la francophonie a été offert à l'Algérien Kamel Doud pour son roman Meursault contre enquête. Un concert du groupe Zouglou ivoirien Magic System a plongé la salle dans une ambiance de fête. Le groupe Magic System qui se produit cet après-midi à Abidjan.
La commission de la CEDEAO a organisé ici à Abidjan-Cocody une formation à l'endroit des membres des partis politiques. Cette formation avait pour thème l'intégration des jeunes et des femmes dans les activités politiques, les relations avec les médias et les stratégies efficaces de campagne. On fait le point avec Hamza Diaby. Un séminaire de formation pour rappeler le principe essentiel de la conduite d'élections apaisées pour que les pays d'Afrique de l'Ouest ne connaissent plus le chaos après une élection. La commission de la CEDEAO s'y engage. Elle suggère la mobilisation et l'intégration des femmes et de la jeunesse au sein des partis politiques. C'est le lieu de rappeler aux leaders de chaque parti politique de bien guider leur électorat. Aussi faut-il souligner qu'il faut inclure des jeunes et des femmes dans tous ces processus-là. Parce qu'après tout, quand il y a palabre, ce sont les femmes et les jeunes qui tombent. Ce sont des gens qui ont tué. La stratégie de la CEDEAO est donc d'avoir une uniformisation de conduite dans les partis politiques pour qu'il n'y ait plus de dérapage. Pour les jeunes de ces partis politiques, cette formation est la bienvenue. Je suis très heureux de prendre part à cet atelier. Je le suis d'autant plus que nous avons amorcé en Côte d'Ivoire une phase, j'allais dire, d'intégration des jeunes. Donc, et de responsabilisation même des jeunes dans la gestion de la chose publique. La jeunesse représente une frange très importante de notre population. Donc il est bon que la jeunesse et les femmes là intègrent nos partis politiques qui soient mieux représentés pour mieux apprécier la réalité de ce pays. Cette formation, qui a duré 72 heures, avait donc pour objectif de permettre aux partis politiques au sein des États membres de la CEDEAO de développer une capacité proactive. La CEDEAO et l'UEMOA, à travers des structures spécialisées, ont décidé de prévenir et d'outiller les pays à la gestion des différentes crises alimentaires qui ont secoué l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les acteurs nationaux ivoiriens, au cours d'un atelier de concertation, ont peaufiné leur stratégie. Ben Touré et Serge Gongouma. L'on se souvient encore de la crise alimentaire qui endeuille la Somalie entre 2010 et 2012. Environ 260 000 personnes, dont la moitié des enfants de moins de 5 ans, ont perdu la vie, selon un rapport de l'ONU publié en 2013, alors que l'Afrique compte 900 millions d'agriculteurs. Solution, il faut créer la résilience. Autrement dit, permettre à la société civile d'être un partenaire essentiel de l'État dans sa politique d'éradication de la faim. C'est ce que tente de faire l'Alliance globale pour la résilience sous le sigle AGIR, et cela à travers un atelier tenu ici à Abidjan. Objectif, parvenir à faim zéro d'ici 20 ans. Aussi pour permettre à l'agriculture de prendre sa vraie place dans notre développement, de faire en sorte que nous puissions nous installer dans une dynamique de consommer ce que nous produisons et de transformer et de valoriser ce que nous produisons et de faire en sorte que cette résilience vienne d'abord de nous avant l'aide des puissances occidentales. De l'avis de la représentante du ministère de l'Agriculture, cet atelier s'inscrit dans la droite ligne de l'action gouvernementale. Nous sommes très tôt engagés dedans et que nous avons commencé par faire le document pays pour la mise en œuvre de ce processus. Abidjan est la troisième capitale ayant reçu cette initiative après Dakar et Bamako. Prochaine étape, la Centrafrique, un pays en pleine transition politique. Plateforme de concertation et d'échange. La 11e réunion du comité consultatif d'éthique du 8e arrondissement de Cocody s'est tenue dans les locaux du dit commissariat de police. Les questions d'ordre sécuritaire et celles relatives à la vie de la communauté au centre des échanges qui se sont déroulés en présence du directeur général de la police nationale. Reportage Placide Yanoué et Sidonie Davila. Il faudrait qu'on cherche à créer un cadre de réflexion, de critique et de cohabitation. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que chaque commissaire de police de Côte d'Ivoire, il y en a 116, crée ce qu'on appelle le comité consultatif éthique. Dans ces comités, il est question qu'on se retrouve. Les
pharmaciens, les conducteurs, les dames de ménage, les imams, les prêtres, des étudiants. Ainsi établis sur l'ensemble du territoire national, les comités consultatifs et d'éthique sont à pied d'œuvre dans plusieurs commissariats de police. Des discussions entre population et autorités policières, il ressort une ferme volonté de maintenir ce cadre de concertation et d'échange. Nous pensons que cette collaboration est bienvenue. C'est pourquoi nous avons salué l'initiative du directeur général de la police, parce qu'il était temps que la police et les villageois et les chefs de village se retrouvent pour discuter. Nous avons besoin de cette collaboration pour que la sécurité soit effective à Cocody. Depuis qu'ils sont arrivés, nous, quand on va dormir, on ferme la porte et on met cadenas. Mais maintenant, on vous laisse les portes ouvertes, on dort, il n'y a pas de problème. Ces rencontres du comité consultatif et d'éthique du 8e arrondissement de Cocody sont à leur 11e assise et selon les précédents rapports faits de la situation sécuritaire à Cocody, l'on note une chute considérable des vols en stationnement, des vols avec effraction et autres délits. Reportage signé Placide Niawé et Michel Digré. Ouvert le mercredi dernier, le premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité dénommé Route Expo s'est refermé vendredi. Durant 3 jours, professionnels et industriels du secteur du bâtiment et des travaux publics ont exposé et échangé sur l'état du réseau routier en Afrique et les perspectives quant à son développement. Mahamadou Traoré et Alvorassa. 4 enjeux majeurs ont guidé ce premier salon international des infrastructures routières et de la mobilité organisé par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics GIBTP. Il s'agit de la recherche d'un capital humain suffisant et compétent pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, de découvrir les innovations en matière de construction des routes, de plancher sur les mécanismes de financement du secteur et enfin de réévaluer le cadre de collaboration qui lie l'État aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. D'abord pour la partie formation professionnelle, les cadres de Côte d'Ivoire a déjà réfléchi à la mise à disposition à un système de formation, un mécanisme de formation du personnel compétent qui devrait nous être mis à disposition à très brève échéance. Par rapport à la partie nouvelles techniques, nous avons au sein du groupement du bâtiment et des travaux publics des entreprises multinationales qui disposent de laboratoires de recherche et développement en leur sein et qui nous proposent de nouvelles techniques pour pouvoir réaliser les routes en Côte d'Ivoire. Et en 3e point, nous avons donc réfléchi sur les mécanismes de financement des projets en Côte d'Ivoire. Selon les organisateurs, ce premier salon Route Expo est un catalyseur qui va accélérer l'intégration des infrastructures routières dans la sous-région. Fort de tous ces acquis, la Côte d'Ivoire peut désormais compter sur son secteur du bâtiment et des travaux publics pour relever le défi du développement du réseau routier. Durant ces 3 jours, Route Expo a accueilli plus de 1500 visiteurs. Un rendez-vous est pris en 2016 pour la prochaine édition. Le conseil régional du Kabadougou soulage le secteur éducatif de Djéné. Du matériel informatique a été offert à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Djéné, valeur 50 millions de francs CFA. Une action pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail pour une école de qualité dans le Kabadougou. Mamadou Kwasi pour plus de détails. 24 ordinateurs de bureau, 3 ordinateurs portables, 20 onduleurs, des imprimantes, des projecteurs, des cartons de craie et du matériel didactique. Le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est le don du conseil régional du Kabadougou à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Odiéné. Un secteur sinistré qui veut retrouver ses marques. Selon Souleymane Koné, président du conseil régional du Kabadougou, ce don doit améliorer la qualité de la formation car l'éducation constitue une des priorités de sa structure. Il a également rassuré les acteurs du système éducatif de sa volonté à tout mettre en œuvre pour que la région du Kabadougou retrouve ses lettres de noblesse en matière d'éducation. Je sais que vos besoins sont énormes, mais ici c'est vraiment juste un geste pour vous dire que c'est un souci important et même permanent pour nous d'accompagner toutes les activités de la direction régionale pour avoir des résultats probants dont nous avons des échos et qui font la fierté de la région.
Souleymane Koné poursuivra pour dire que le secteur de l'éducation-formation est le moteur du développement, car il contribue à la formation des futurs cadres. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Odiéné, Tiegbe Mantouré, a exprimé sa gratitude au conseil régional. Il a rassuré son président du bon usage qui sera fait de ces dons pour une éducation de qualité dans le Kabadougou. Ce don de matériel informatique vient renforcer les autres actions déjà menées par le conseil régional en faveur de l'école, avec la remise de tabac à la rentrée scolaire. Des structures dont la police d'Odiéné ont déjà bénéficié de matériel informatique et de mobilier de bureau de la part du conseil régional du Kabadougou. La région du Bafing enregistre l'un des plus forts taux d'analphabètes. Près de 90% des femmes ne savent ni lire ni écrire. Des structures associatives féminines de la région du Bafing, soutenues par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'engagent à réduire ce taux. Une campagne d'alphabétisation a été lancée pour encourager les femmes. Mamadou Kwasi. La région du Bafing, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, enregistre un fort taux d'analphabètes, près de 110%. Ces chiffres frôlent les 90% chez la femme en zone rurale. Face à cette situation, la mutuelle des femmes de Diasso, associée aux femmes unies du Bafing pour le développement, s'engage à apporter une solution. Leur initiative est soutenue par le service autonome de l'alphabétisation pour apprendre à lire, à écrire aux femmes du Bafing. Des cours d'alphabétisation sont initiés dans tous les villages du département de Touba. Pour commencer, le village de Diasso, dans la sous-préfecture de Fungbesso, constitue la phase pilote avec une centaine de femmes inscrites. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, marraine de la cérémonie, est par ailleurs fille de la région. Elle exhorte ses sœurs à apprendre à lire, à écrire et à calculer, afin d'être des actrices du développement de la Côte d'Ivoire. Une très bonne initiative. L'alphabétisation des femmes dans la région du Bafing est absolument nécessaire, parce que c'est une région où les analphabètes sont les plus nombreuses et elles sont très travailleuses. Du fait qu'elles n'ont pas été à l'école, l'autonomisation a du mal à se faire. Elles peuvent compter sur mon soutien. Partout où je pourrai donner de la voix, je soutiendrai leur association. Les autres intervenants, dont le vice-président du conseil régional du Bafing, ont sensibilisé les femmes venues des campements et des villages de la sous-préfecture de Fungbesso à emprunter le train de développement. Témoigner à nos parents qu'il est important que le message qui est véhiculé par nos femmes est un message qu'il faut suivre. Il faut qu'on mette nos enfants à l'école, mais ceux qui n'ont pas eu l'argent d'aller à l'école, peuvent suivre des cours, que ce soit des cours du jour ou des cours du soir, pour au moins savoir écrire, savoir lire, parce que c'est véritablement important. Les apprenantes se sont engagées à bien travailler pour être des modèles et aussi à lever les barrières afin de lutter efficacement contre la pauvreté. La municipalité de Makori et les partenaires au développement du système éducatif ont lancé à Makori le projet Rénovation et bâtissons nos écoles. Au cours de cette cérémonie, l'école primaire publique de Makori, entièrement réhabilitée, a été présentée à la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Des tables bancs, des kits scolaires et des ordinateurs ont été également offerts au comité de gestion du groupe scolaire Anoumambo. Kone Pagasoro. Une école entièrement réhabilitée, des salles de classe propres et assainies. Nous sommes à l'école primaire publique Anoumambo dans la commune de Makori. Une école réhabilitée grâce au projet Rénovons et bâtissons nos écoles. Un projet initié par le premier magistrat de cette commune et sa municipalité. Nous avions promis que nous allons réhabiliter les écoles. Donc il fallait qu'on mette sur pied aujourd'hui ce grand projet pour essayer dans les 2 ans qui arrivent de mettre toutes nos écoles à un standard très avancé. Une initiative qui a le soutien de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Nous saluons cette belle initiative du maire de la commune de Makori qui a décidé de réhabiliter toutes les écoles de la commune, de les équiper en tables bancs et en matériel informatique. Pour la communauté et les acteurs du système éducatif, ce projet de rénovation et de réhabilitation des écoles de la commune vient à point nommé. Les enseignants sont très heureux de découvrir qu'ils vont enfin travailler dans un cadre qui répond aux normes. J'étais très heureux de la réhabilitation des écoles d'Anoumambo. Lorsque on construit des écoles, c'est des prisons qu'on ferme parce que l'école permet d'éduquer les enfants. Le président des assemblées générales du COGES, Abiraoul, maire de Makori, et les responsables de ce groupe scolaire réhabilité à plus de 100 millions de francs CFA ont reçu de la part des partenaires au développement 300 bancs, 2 ordinateurs et 600 kits scolaires. L'inauguration de la stèle et une visite des nouveaux locaux ont mis fin à la cérémonie. Et donc, compte tenu de la montée de la violence dans le monde,
la communauté, depuis un certain nombre d'années, s'est engagée à lutter contre toute forme de peine de mort. Un moratoire à l'abolition de la peine de mort a été lu à la fin de la conférence. Ajoutons que c'est en 1996 que la communauté Saint-Egidio s'est engagée dans la lutte contre la peine de mort. L'imam Adjatou Sanogo est le nouveau président du Conseil supérieur des imams du Sud Komoué et imam principal de la grande mosquée de Grand Bassam. Il a été intronisé par le président national du COSIM, Cheikh Bouakari Fofana, hier à Grand Bassam. Douad Lazer, Roger Api. Canne de commandement, prestation de serment sur le Saint-Coran, l'imam Adjatou Sanogo est désormais le président du Conseil supérieur des imams COSIM de la région du Sud Komoué et imam principal de la grande mosquée de Grand Bassam. Il a été intronisé par l'imam Bouakari Fofana, président national du COSIM. Vous êtes devenu le grand imam de Bassam. Ça veut dire que vous êtes devenu l'imam des saints de Bassam, mais vous êtes aussi l'imam des voyous de Bassam. Vous devez écouter tout le monde. Vous devez donner vos conseils à tout le monde. Pour réussir votre mission, Dieu vous a conseillé un certain nombre de valeurs. Si vous les suivez, vous n'allez jamais vous tromper. La première des choses, c'est la patience. L'imam Adjatou Sanogo succède à ce poste l'imam Ndiaye Sekou, décédé en 2013. Il a pour mission de veiller à la vie spirituelle des fidèles musulmans et de la cohésion sociale au sein de la communauté islamique de la région du Sud Komoué. C'est un grand jour pour nous tous. Je suis prêt à assumer avec le conseil de mes collègues ce qui a d'intérêt pour nous, c'est la réconciliation. Chaque vie qu'il n'y a pas la paix, ce n'est pas une vie. Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu aux guides spirituels défunts qui ont occupé le poste de président du COSIM de la région du Sud Komoué. C'est une porte ouverte maintenant pour parler du cinéma ivoirien. Vous le savez, il y a des années en arrière, les populations ivoiriennes avaient la culture du cinéma. Elles allaient de temps en temps au cinéma, le plus souvent les week-ends. Mais aujourd'hui, les salles de cinéma ont été pour la plupart remplacées par des églises. Pourquoi? Pour répondre à cette préoccupation, nous sommes avec M. Koulibaly Keletigui, délégué général du Festilag, le Festival international du film des Lagunes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Koulibaly, qu'est-ce qui a tué le cinéma en Côte d'Ivoire? Bien, je vous remercie. Ben, écoutez, ce qui a tué le cinéma en Côte d'Ivoire, tout simplement, c'est que nous avons laissé le public disparaître des salles progressivement sans, dans le même moment, mettre en place une stratégie de reconquête de ce public-là. Et donc, lorsque le public a disparu de salles qui étaient généralement exploitées par des hommes d'affaires privés, étant donné que ces personnes-là, leur intérêt particulier n'était pas de promouvoir le cinéma, mais c'était une rentabilité financière. Lorsque la rentabilité financière a commencé à faire défaut, mais elles se sont orientées vers d'autres activités, elles ont fermé les salles. Voilà ce qui nous a emmené à cette situation. Est-ce pour pallier l'agonie du cinéma que le Festilag a été créé? Évidemment, c'est exactement dans ce but-là. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, vous voyez bien que le Festilag est créé par, déjà à l'origine, par des acteurs du cinéma, dont l'actrice Nakissi Savané, qui a voulu que justement ce projet de relance du cinéma ne soit pas un projet qui intéresse seulement les acteurs du cinéma, mais que toute la profession du cinéma se mobilise autour de ce projet fédérateur qui est le Festival international du film des Lagunes, qui se donne comme objectif de reconquérir le public du cinéma grâce à des projections publiques gratuites. Car, je peux vous dire, nous avons observé que les Ivoiriens de moins de 25 ans ne savent pas ce que c'est que le cinéma. Alors, comment
aller vendre un produit à des gens qui ne savent pas ce que ce produit est. D'emblée, on sait très bien que ce produit ne sera pas acheté. Alors, notre stratégie est d'abord de faire la promotion du produit cinéma, de l'activité cinéma auprès du public grâce au Festilag qui offre des projections gratuites. Justement, la ville d'Abidjan a abrité le Festilag pendant une semaine. L'événement a pris fin hier. Les temps forts avec Christelle Nda et Grace Kando. Démarré le 21 novembre dernier, la 3e édition du Festival international du film des lacs et lagunes, Festilag, poursuit toujours ses activités au grand bonheur des cinéphiles. Projections de films, ateliers et rencontres constituent l'essentiel de ce festival. L'objectif affiché est le repositionnement de l'image de la Côte d'Ivoire à travers le cinéma. L'objectif, c'est l'amour du cinéma. Comment relancer l'industrie du cinéma dans notre pays? Comment faire en sorte que le cinéma devienne un business? Comment faire en sorte que les gens qui travaillent dans le cinéma puissent vivre de leur travail? C'est pour ça que nous sommes donnés comme objectif d'aller d'abord à la conquête du public. Comme à l'accoutumée, une journée est dédiée à la femme battante, dynamique et responsable. Pour joindre l'acte à la parole, une manifestation pour commémorer la marche triomphale du pont de la Victoire en présence du maire de Bassam, partenaire du festival. Femmes de Bassam, femmes de Côte d'Ivoire, femmes du monde, nous sommes réunis sur ce pont pour rappeler un peu la marche que nos mamans avaient faite pour libérer leur mari qui était détenu dans les prisons de Grand Bassam à l'époque. Donc pour nous, c'est une grande journée, c'est une journée de commémoration, aussi bien pour un clin d'œil en arrière, mais surtout pour voir l'avenir. L'avenir, cet avenir qui est aussi ouvert aux femmes. L'idée géniale qu'elle a eue aussi de consacrer une journée à l'intérieur de ce festival à la femme, c'est une initiative très bienvenue et le fait d'avoir choisi la ville de Grand Bassam à double titre, d'abord au titre de patrimoine mondial et aussi au titre du grand souvenir donc, de la marche des femmes de Grand Bassam. Chaque année qu'elle arrive, elle organise donc la journée de la femme. La 3e édition du Festilag prend fin ce samedi à l'hôtel du district d'Abidjan. Une question, M. Koulibaly. La marche des femmes à Grand Bassam, qu'est-ce que ça a à voir avec le cinéma? Oui, alors la marche des femmes à Grand Bassam a beaucoup à voir avec le cinéma. Car vous savez, nous sommes dans un processus donc, de sensibilisation et d'éducation. Et lorsqu'on parle d'éducation, nul ne peut ignorer que la femme est vraiment au centre de l'éducation des personnes, de tous les enfants que nous avons été et les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Et nous avons choisi Grand Bassam car, vous savez, le cinéma est un vecteur qui influence beaucoup les comportements des masses populaires. Et nous avons observé que dans les filmographies africaines, bon nombre d'organisations féminines nous ont interpellés sur la manière, sur l'image avec laquelle la femme est présentée dans les films, dans les objets donnés à voir sur les écrans. Alors nous avons voulu les associer à la démarche des réalisateurs qui viennent dans notre festival afin que ceux-ci comprennent qu'il y a un enjeu dans l'image qui par rapport à la façon dont on présente la femme. Car si on présente la femme mal, mais nos enfants en suivront. Voilà, et c'est important. La 3e édition du Festilag a donc pris fin. Un bilan? Oui, alors un bilan positif, mais comme vous le savez, on n'est jamais assez satisfait lorsqu'on mène de tels projets, car les ambitions sont toujours très 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 grandes. Et ce que nous pouvons dire, c'est que sur le plan qualitatif, les objectifs ils sont atteints dans la mesure où nous avons réussi à réaliser plus d'une vingtaine de projections dans les quartiers, c'est-à-dire à Yopougon, à Bobo-Doumé, à Bobo PK18, à Grand Bassam, donc vraiment dans tous les endroits où on voulait. Mais par contre, un des points sur lesquels nous ne sommes pas satisfaits en termes d'objectifs, c'est justement sur le plan des projections que nous avons voulu faire dans les établissements scolaires. Car, effectivement, nous avons fait des projections aussi, je le dis, à l'université Félix Houphouët-Boigny et à l'INSAC, mais notre projet était de faire 3 fois plus de projections en direction des publics scolaires et universitaires, car nous pensons que c'est là-bas que se trouve réellement le public que nous visons
par nos projections. Mais vous savez, il est très difficile d'aller dans ces institutions-là qui sont très encadrées si nous n'avons pas réellement, la porte ne nous est pas ouverte par les responsables. Donc nous souhaitons vraiment, nous lançons un appel aux premiers responsables de l'éducation qu'on nous appuie afin que le cinéma, qui est un loisir éducatif, un facteur aussi d'enrichissement humain, puisse entrer à l'intérieur des établissements par la grande porte. À vous écouter, c'est comme si vous ne bénéficiez pas d'appui. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Je ne dirais pas que nous ne bénéficions pas d'appui, car nous saluons ici l'appui que nous avons toujours eu depuis la première édition, depuis même le lancement avant que la première édition se fasse, du ministère de la Culture et aussi par son premier responsable, M. Maurice Bandaman, qui a toujours soutenu déjà le projet avant qu'il prenne forme et qui était là avec Mme Diabaté au lancement de ce festival. Donc non, nous avons le soutien institutionnel donc de nos autorités de tutelle, mais justement aujourd'hui nous souhaitons rallier justement d'autres autorités autour de cette question-là, voilà, pour que réellement nos objectifs puissent être pleinement atteints. Est-ce que vous croyez que vous pouvez réellement relancer le cinéma quand on sait qu'aujourd'hui nous assistons à un grand développement de la télévision et des TIC? Vous pensez que vous pouvez relancer le cinéma avec tout ça? Ouais, je pense que nous pouvons relancer le cinéma, car tout simplement, lorsque vous dites que comment on peut relancer le cinéma avec le développement des TIC, je vous dirais tout simplement, Madame Gla, que dans les pays où les citoyens ont le plus grand accès aux nouvelles technologies de l'information et ou même qui sont producteurs de cette technologie de l'information, c'est-à-dire aux États-Unis et au Japon, ce sont des pays où le cinéma se porte très très bien. Le plus grand cinéma au monde, c'est le cinéma américain. Et on le sait tous qu'un citoyen américain possède dans sa maison plus d'appareils de antiques qu'un Ivoirien. Et donc, logiquement, un Américain devrait aller moins au cinéma qu'un Ivoirien, alors que c'est l'inverse. Donc tout simplement, vous allez comprendre que une étude, je vais vous le dire, une étude montre que plus une personne va au cinéma, plus elle consomme des images par les NTIC. Ça veut dire que plus quelqu'un va voir des bons films au cinéma, plus elle achète des vidéos, parce qu'en fait, elle essaie de se remémorer les émotions qu'elle a vécues en grande salle chez elle, mais et non l'inverse. Ce n'est pas l'un qui empêche l'autre. Par exemple, vous voyez bien que si on prend d'autres formes de loisirs, comme aller prendre un verre dans un bistrot, vous voyez bien que tous les week-ends, sur toutes les terrasses de tous les bistrots d'Abidjan, de Yopougon, à Grand Bassam, en passant par Marcory, les gens sont assis aux terrasses en train de consommer diverses boissons, mais ces personnes, elles auraient pu bien rester chez elles, envoyer leurs enfants ou leurs domestiques acheter une bouteille et boire chez eux. Quelle proposition vous faites? C'est pas pareil. Alors ce que nous proposons et que nous pensons qui peut servir tout le monde, c'est que aujourd'hui, le cinéma, il n'existe pas en salle. Nous faisons un programme qui devrait permettre à tout le monde de découvrir le cinéma. Et c'est ce que nous faisons. Et nous demandons tout simplement d'être appuyés, d'être encouragés. On demande à développer un partenariat avec les mairies, avec les établissements scolaires, pour qu'on puisse faire connaître le cinéma. Lorsqu'on aura fini par faire connaître le cinéma, déjà, à travers faire connaître le cinéma, on peut passer d'autres messages à la jeunesse. Vous voyez, nous sommes heureux d'annoncer ici que depuis cette année, nous avons développé au cours de ce festival un partenariat avec le secrétariat national à la sécurité qui ont compris que le cinéma était un vecteur qui pouvait leur permettre aisément de rentrer en contact avec les populations, les masses qui sont visées pour à être touchées par leur message, et elles se sont associées à nous. Et on invite tous les autres partenaires institutionnels de ce genre à s'associer à nous pour qu'on puisse y arriver. Pour terminer, le prochain rendez-vous du Festilag, c'est pour quand et quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Le prochain rendez-vous du Festilag, c'est pour novembre 2015. Et les perspectives sont que à partir de la fin du premier trimestre 2015,
nous allons lancer le Ciné-Tour, voilà, qu'on appelle le Paquinou Ciné-Tour, qui va nous permettre de diffuser les films primés au Festilag 2014 dans toutes les grandes villes de l'intérieur du pays à travers une caravane. Voilà, parce que le cinéma aussi, là, on fait beaucoup d'actions sur Abidjan, Grand Bassam et les alentours, mais on voudrait aussi permettre au reste de la population, à travers cette tournée, de voir un peu, de goûter aux délices du cinéma, et on pense que ce sera le début d'un processus qui pourrait être régulier, voilà, qui va nous permettre de mieux sensibiliser sur le cinéma. Merci M. Koulibaly Keletigui d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le délégué général du Festilag, le festival qui a pris fin hier à Abidjan. Avec vous, nous avons parlé de la relance du cinéma ivoirien par le Festival international du film des Lagunes. Et nous allons terminer par ce qui va marquer l'actualité culturelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce grand concert de Magic System. C'est dans 2 heures. Les 4 magiciens du Zouglou se produisent au Palais de la Culture cet après-midi à 16h. Un concert très attendu par le public ivoirien. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.